bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence maintenant quasiment traditionnelle sur la clôture en IFRS avec un certain nombre de nouveautés et de points d'attention pour les gens qui sont concernés. Donc je salue bien évidemment tout le monde et tous les participants même de l'étranger, donc qui nous font l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Alors avant de démarrer, quelques mots sur PKF Arcelon pour ceux qui ne nous connaîtraient encore pas. PKF Arcelon, c'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit, mais pas seulement, hein, qui essaie d'avoir toutes les palettes du conseil en un seul endroit avec un seul interlocuteur. Donc PKF Arcelon, c'est 930 personnes à peu près et 70 associés. Donc en gros 1000 personnes, 30 bureaux en France et environ 102 millions d'euros de chiffre d'affaires à la dernière clôture qui est au 30 juin 2025. Alors, PKF Arcelon, c'est le représentant français du réseau international PKF International, hein, qui comporte 214 cabinets répartis en 150 pays, sachant que pour la France, nous sommes le seul représentant du réseau. Il y a certains pays où il peut y avoir plusieurs représentants. Nous sommes le seul représentant du réseau qui représente 23 000 professionnels, plus de 500 bureaux et environ 2 milliards d'euros de dollars, 2 milliards d'euros d'honoraires générés cette année. Hein. Donc, il fait partie des grands réseaux internationaux et représentés un peu partout dans le monde. Alors, PKF était une société assez jeune, hein, qui est née un peu je dirais, du spin-off de l'activité PME, entreprise patrimoniale de PwC, et qui veut se faire, entre guillemets, se faire comprendre et avoir une image la meilleure possible. Et c'est pour cela que nous avons adopté dès l'année dernière le statut de société à mission et dans lequel donc, nous avons un engagement qui vous est rappelé à l'écran et qui est inscrit dans nos statuts avec la volonté d'avoir une société pluridisciplinaire, bien évidemment, fidéliser et faire développer nos talents, être ancré dans les territoires et contribuer également, dans la mesure du possible, à la transition écologique et au niveau des émissions, notamment de gaz à effet de serre. On fait un certain nombre d'efforts à ce sujet. Alors, comme je le disais, on est né d'un cabinet traditionnel avec une activité audit et expertise conseil, paye bien évidemment, mais également consolidation et juridique et fiscale. Et on a adjoint, je dirais, à ces activités traditionnelles toutes les activités d'advisory, de conseil advisory, notamment en matière de stratégie, en matière de restructuring. Et malheureusement, c'est une activité qui se développe actuellement compte tenu des difficultés économiques que l'on connaît, les transactions, la durabilité et puis tout ce qui est évaluation. Avec un point particulier, mais qui est plutôt ponctuel pour l'instant, c'est le problème de la facturation électronique, compte tenu du fait que cette activité-là et ces obligations arrivent à grands pas, on a prévu donc de se développer par rapport à ça. Donc, toutes les activités dont vous pourriez avoir besoin, vous les trouverez chez nous. Et au niveau des expertises sectorielles, bien évidemment, on n'est pas spécialisé dans un seul secteur, hein, mais on est amené à quand même avoir des très des très bonnes connaissances, notamment sur certains bureaux, et certains bureaux, compte tenu
spécificité géographique. Bien évidemment, les bureaux bretons sont plus orientés vers le maritime, le bureau de Bordeaux, le bureau de Dijon sur les vins, les activités immobilières, hôtellerie sont plutôt sur la Côte d'Azur, mais globalement, un ensemble de secteurs par rapport à ça. Alors, ceci étant rappelé rapidement, je ne pense pas que ce soit l'objet principal de cet après-midi. Nous allons faire le point donc sur tout ce qui est actualité IFRS, avec un certain nombre de chapitres qui vont nous intéresser dans l'après-midi, avec notamment tout ce qui est recommandations AMF, ESMA, quelques données macro, les nouveaux textes applicables, quelques décisions de l'IFRIC, l'Interpretation Committee, les conséquences de l'évolution de l'environnement législatif français sur les arrêtés de compte IFRS. On fera un point rapide sur les projets en cours. Et puis, j'ai souhaité quand même avoir un focus important cet après-midi sur la norme IFRS 18, qui est une norme qu'on avait évoquée l'année dernière, qui a été publiée en 2024, mais donc qui est une norme qu'il est nécessaire de bien connaître et d'anticiper pour éviter quand même. Elle est applicable qu'en 2027, mais 2027, c'est à la fois court et long. Et donc, il nous a semblé important de faire un petit focus particulier sur cette norme, compte tenu des difficultés qu'on va avoir. L'année dernière, on vous avait présenté la norme sur les grandes lignes, mais c'est vrai que là, on commence à avoir un certain nombre d'interrogations, de questions, de projets en cours, et je pense que c'est vraiment le bon moment pour s'y intéresser. Donc voilà le programme de ces 2 heures. Et donc on va commencer tout de suite par la recommandation AMF qui permet de situer un petit peu cet arrêté, l'arrêté 2025 dans un contexte particulier que l'on va voir. Alors, cette recommandation de l'AMF, c'est une recommandation tous les ans. Donc l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers français, publie une recommandation qui contient à la fois un certain nombre de points d'attention pour la clôture en cours, donc pour notre clôture 2025, mais qui comprend également un compte-rendu des revues des états financiers 2024 faits par l'AMF, donc des émetteurs français. Et donc, par rapport à ça, ça permet d'avoir un certain nombre d'enseignements. Alors, cette recommandation AMF s'inscrit également dans un cadre européen, notamment par rapport à l'ESMA, qui est l'organisme qui chapeaute les autorités de marché de chaque pays européen. Et donc cet organisme européen émet lui aussi un certain nombre de recommandations. Donc les recommandations AMF sont à la fois calquées sur les recommandations ESMA, mais tiennent compte aussi, dans certains cas, de spécificités françaises. Alors, si on reprend au niveau européen, quelles sont les priorités de l'ESMA concernant les états financiers 2025? C'est premièrement la prise en compte des risques géopolitiques et des incertitudes ambiantes. Et puis deuxième point d'attention, c'est tout ce qui est information sectorielle. Et vous allez voir que cette notion d'information sectorielle va revenir, je dirais, en pointillé tout au long de cet après-midi. Donc deux points, la gestion des risques, les incertitudes et les informations sectorielles. Et également, bien évidemment, tout ce qui concerne la durabilité et tout ce qui concerne le format ESEF. Le format ESEF, je vous rappelle, c'est le format européen de présentation électronique des états financiers. Donc, partant de ça, l'AMF reprend bien évidemment à son compte ces différents éléments et puis attire l'attention des émetteurs français sur un certain nombre sur d'une part, la nécessité d'avoir une information financière de qualité, mais ça, c'est vrai qu'on s'en serait douté, et attire l'attention des émetteurs sur un certain nombre de points, notamment IFRS 18. C'est pour ça que ça tombe bien, puisqu'on en parlera
relativement longuement tout à l'heure, tout ce qui est problématique climat et collectivité. Les amendements IFRS 9, IFRS 7, il y en a deux sur lesquels on reviendra tout à l'heure en détail. Et puis les problématiques franco-français pour les émetteurs en règle française qui sont l'application du règlement ANC 2022-06 qu'on a vu ce matin pour les gens qui nous ont suivis en règle française. Alors, ceci rappelé, donc quels sont les souhaits, les vœux et les recommandations de l'AMF et de l'ESMA, hein, notamment au niveau de la prise en compte des risques géopolitiques et des incertitudes, ainsi que des conséquences que ça peut avoir. C'est sur les autorités de marché insistent sur le fait d'avoir une information transparente et complète sur la façon dont l'entité gère ses risques et l'impact de ces risques sur les estimations. Et on va le voir également dans quelques instants. On se rend compte que le souhait des autorités de marché, tant françaises qu'européennes, c'est d'avoir une information vraiment ciblée et une information complète et logique, hein. C'est-à-dire que la façon dont l'entité gère ses risques, c'est une chose, mais ce que veulent les autorités de marché, c'est également bien comprendre et bien voir où sont les impacts potentiels de ces risques sur les estimations clés. Donc c'est vraiment un cheminement qui doit avoir, en partant du risque, la façon dont sont gérés les risques pour l'entreprise et la façon dont ça peut jouer sur la profitabilité, la performance de l'entité et ses actifs et ses passifs. Donc, vraiment quelque chose d'important par rapport à ça. Et donc, ce que réclament les régulateurs, c'est que les entreprises détaillent d'une part les jugements et les hypothèses fondamentales qui concourent à l'établissement des comptes, sachant que ceux-là peuvent être liés soit à des facteurs, mais qu'il faut que ces facteurs-là de risque et d'incertitude soient bien gérés par rapport aux risques spécifiques de l'entité, à son secteur géographique et à son secteur d'activité et aux zones géographiques dans lesquelles l'entité intervient. Hein, il ne s'agit pas de discloser des risques pour dire qu'il y a des risques de marché, il y a des choses comme ça, alors qu'on n'intervient pas sur ces marchés-là ou qu'on n'intervient pas sur ces éléments. C'est bien d'avoir une information complète et cohérente, hein. Alors, un petit point particulier sur la problématique de la continuité d'exploitation. Alors, tant l'AMF que l'ESMA insistent sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une durée pertinente d'appréciation du principe de continuité d'exploitation. Je vous rappelle que la norme IASA prévoit que la continuité d'exploitation doit être appréciée sur une période de 12 mois suivant la date de clôture. Mais on se rend compte que dans certains cas, c'est très long. Dans certains cas, ça peut être très court, selon les activités de l'entité, selon les risques auxquels elle doit faire face. 12 mois, c'est pas forcément, c'est qu'une indication, mais ça ne doit pas être la seule élément qui prévaut dans l'appréciation de ce principe, hein. Je prends par exemple un risque particulier, le risque d'illiquidité, c'est-à-dire le fait qu'on ait un problème de trésorerie tel qu'on peut l'avoir connu notamment à l'époque de la crise de 2007, où les gens avaient des crises de liquidité. Ce n'était pas forcément un problème de profitabilité, mais c'était un problème souvent d'inadéquation entre les ressources et les emplois en termes de trésorerie, qui pouvait conduire à un dépôt de bilan, une banqueroute très rapide, sans que ça soit très visible à un moment donné. Donc tant l'AMF que l'ESMA insistent sur le point que l'appréciation de la continuité d'exploitation, c'est vraiment un élément bien évidemment fondamental des jugements. C'est le premier jugement, entre guillemets, que le management est amené
à effectuer dans le cadre de son arrêté, mais que l'aspect quantitatif, notamment en termes de délai, est vraiment à apprécier au cas le cas en fonction des activités, en fonction des risques. Il est sûr qu'il y a un risque d'illiquidité, ça peut être à très court terme, comme je le précisais de suite, alors qu'un risque sur les évolutions des taux d'intérêt, ça peut être quand même à plus long terme. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est important d'avoir cette notion de risque, d'incertitude et de jugement en tête au niveau de l'arrêté des comptes. Et bien évidemment, le pendant comptable, ce qu'on pourrait appeler le pendant comptable à cette notion de risque et d'incertitude, c'est le test de dépréciation des actifs et donc l'application de la norme IAS 36. Hein. Donc, les régulateurs insistent sur la nécessité de suivre des indices de perte de valeur, des actifs non financiers, que ces actifs soient internes, obsolescence ou des choses comme ça, ou également des indices externes. Et les taux d'intérêt, les perturbations géopolitiques telles qu'on les connaît actuellement. Et j'ai pris également comme exemple, est-ce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement comme étant un indice de perte de valeur les années passées, c'est les évolutions des droits de douane, notamment avec les États-Unis, puisque et donc, les évolutions de ces indices, c'est quelque chose aussi qui doit tenir compte de l'évolution de l'environnement de l'entité. Hein. Et donc, je vous rappelle qu'en cas d'indice de perte de valeur, on doit réaliser un test de dépréciation, ce qu'on appelle un impairment test, sur les UGT concernés. Et non seulement, alors la norme IAS 36 prévoit qu'on effectue un test de dépréciation systématique quand il y a des actifs incorporels non amortissables, style goodwill, dans l'UGT. Donc là, vous devez obligatoirement réaliser un test de dépréciation. En revanche, pour les autres UGT, tant qu'il n'y a pas d'indice de perte de valeur, la réalisation du test de dépréciation n'est pas obligatoire. Mais pensez bien quand même que ce n'est pas simplement les tests de dépréciation, il n'y a pas que les tests obligatoires à réaliser, ils deviennent obligatoires en cas d'application d'évolution défavorable de certains indices. Hein. Et donc, ce que réclament les régulateurs, c'est que doivent être détaillés en annexe les indices de perte de valeur retenus par l'entreprise, le lien entre les indices et les unités génératrices de trésorerie. Ça rejoint un petit peu mon propos de tout à l'heure, où je disais le fait d'avoir une logique dans l'arrêté, dans votre arrêté comptable, donc d'avoir bien une logique entre l'indice et l'UGT, de préciser, c'est vrai que si on reprend l'exemple des droits de douane avec les États-Unis, si vous avez des UGT présentes aux États-Unis, il est clair que des UGT, par exemple, de négoce avec les États-Unis, il est clair que cet indice de perte de valeur prend tout son sens par rapport aux UGT US. En revanche, c'est vrai que s'il y a dans d'autres cas, ça ne sera pas forcément le cas. Par contre, c'est vrai que si vous avez des UGT en Ukraine, ça peut être, c'est d'autres circonstances qui vont gérer. Donc, clairement, d'avoir une information sur les indices utilisés, sur le lien entre les indices et les UGT, sur les hypothèses majeures qui sont utilisées. Alors en général, et on a quand même, bon, en partant d'un business plan, on va avoir deux hypothèses majeures que sont le taux d'actualisation et la détermination du taux d'actualisation, son évolution et quel est le taux d'actualisation utilisé selon les marchés, bien évidemment, et les perspectives de croissance à long terme. C'est les deux principaux indicateurs, et donc ces indicateurs, il est important que les lecteurs des comptes puissent en disposer par rapport à ça, et également important qu'on ait des analyses de sensibilité en fonction de la variation des paramètres utilisés.
C'est vrai que si vous utilisez un taux d'actualisation, je ne sais pas, bon, à 8%, quel est l'impact, quel serait l'impact éventuel si on prenait du 9%, si on prenait du 10%? Si on a pris un taux de croissance à 1,5%, si on prenait un taux de croissance à 1%, quelles en seraient les conséquences au niveau de la valorisation de mes UGT? Donc c'est tous ces éléments-là d'analyse et de projection, en fait, hein, puisque là, on s'intéresse aux évolutions des UGT, qui est importante, hein. Et dernier point sur lequel les régulateurs insistent, c'est sur le fait qu'on doit également avoir une communication, qu'il y ait eu dépréciation ou non, ou reprise ou non, hein. C'est le fait que vous ayez réalisé un test de dépréciation, même si c'est avéré positif, c'est quand même une information importante à communiquer au marché. Alors, au-delà du risque sur les UGT, bien évidemment, il y a d'autres zones d'attention, hein, en fonction de différents risques, que ça soit l'activation des impôts différés, hein, en application de la norme IAS 12, que ça soit la prise en compte du risque de crédit, et donc en application de la norme IFRS 9, hein. Vous savez qu'en vertu d'IFRS 9, on doit comptabiliser des dépréciations en fonction des pertes de crédit attendues et non pas avérées. C'est les pertes attendues, expected credit losses. Donc, ce qui veut dire qu'on a été amené à monter des modèles pour constater ces dépréciations en fonction, dès qu'on a 1 € de chiffre d'affaires, de constater une dépréciation. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut que les modèles également évoluent en fonction de l'évolution économique et l'évolution de l'environnement de l'entité. Un modèle de dépréciation pouvait être parfaitement pertinent il y a 5 ans, sous certaines conditions. Maintenant, il est plus nécessairement pertinent. Donc, d'où la nécessité de s'intéresser également au modèle. De la même façon, de s'intéresser aux pertes sur contrat, hein, donc notamment au niveau des marges à l'avancement pour les gens qui sont à l'avancement et des évolutions des estimations, comment sont prises en compte comment est pris en compte l'environnement de l'entité au niveau des estimations de marge à l'avancement, tout ce qui est contrat déficitaire, tout ce qui est bien évidemment provision pour restructuration avec les règles qu'on connaît, les stocks, notamment les dépréciations IAS 2, dans le cas d'IAS 2, ainsi que tous les événements postérieurs à la clôture. La notion d'événements postérieurs à la clôture et des évolutions rapides que l'on peut connaître, dans certains cas, font que c'est la prise en compte des événements ou pas, et de la même façon, la détermination de la date d'arrêté est quand même quelque chose d'assez fondamental. Donc, faites bien attention à tous ces éléments-là. Alors, point d'attention aussi dans la recommandation AMF, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur les décisions, au niveau des décisions de l'IFRIC, c'est la formation sectorielle, l'application de la norme IFRS 8. Et d'une certaine façon, les régulateurs ont un jugement assez sévère sur l'information sectorielle qui est produite par les entités. Notamment, ils la trouvent trop agrégée, et donc pas assez détaillée, notamment au niveau des lignes de produits, et pas assez détaillée au niveau des charges. Et on verra tout à l'heure avec la décision de l'IFRIC l'importance que ça peut avoir, et notamment dès lors que ces lignes sont IFRS 8, hein, le principe d'IFRS 8, c'est quand même d'avoir une information sectorielle qui est calquée sur le schéma du reporting interne, et notamment le schéma qui remonte à ce qu'on appelle le DPO, c'est-à-dire le principal décideur opérationnel. Et c'est donc par rapport à ces informations qui lui sont communiquées que l'information IFRS 8 devrait être calquée. Ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, ce dont se plaignent et l'ESMA et l'AMF, principalement l'AMF dans ce cas, c'est d'avoir une information sectorielle qui n'évolue pas, hein. Bon, les entités évoluent, les marchés évoluent, les produits évoluent. Est-ce que votre information sectorielle est toujours pertinente?
si vous l'avez mise si vous l'avez mise en place il y a 10 ans. C'est quelque chose qui doit également évoluer. Et donc, ils se plaignent de ces éléments-là, hein. Donc, alors, autre point, donc comme je le disais tout à l'heure, l'AMF est amenée à revoir tous les états financiers, des états financiers 2024, c'est pas forcément tous, mais ils en revoient un certain nombre par secteur ou par rotation, hein. Et donc, plusieurs constats et recommandations ont été relevés par l'AMF, notamment une mauvaise application de la norme IAS 24, hein, sur les parties liées, avec des informations qui sont des fois plus des flux intragroupes que des parties liées au sens de la norme, hein. Une information trop agrégée et une information pas suffisamment détaillée au niveau de la nature et les conditions des transactions significatives. C'est-à-dire comment sont valorisées ces transactions avec les parties liées. Alors que ça soit, alors les parties liées, hein, il peut y avoir à la fois des entités qui sont hors groupe, des entités qui sont mises en équivalence, mais aussi les personnes physiques, hein. Et l'information au niveau des personnes physiques, c'est principalement des informations relatives à leur rémunération. Mais donc la nécessité de bien avoir une information adéquate par rapport à ça. Les secteurs opérationnels, on en a parlé, on reviendra dessus tout à l'heure. La juste valeur, l'application de la norme IFRS 13. Donc la norme IFRS 13, je vous rappelle que c'est la norme qui hiérarchise les différents niveaux de juste valeur. Hein, il y a trois niveaux de juste valeur précisés par la norme IFRS 13. Il y a d'une part le premier niveau qui est la juste valeur parfaite. Donc, c'est par exemple si vous avez des titres de société cotée, ben c'est celle-là que vous allez appliquer. Le deuxième niveau, c'est une évaluation qui, en utilisant des données observables, mais pour un instrument similaire, alors donc ça peut être par exemple d'utiliser des taux d'intérêt, ou des comparables, d'avoir des comparables pour faire des valorisations. Le troisième niveau, c'est une évaluation purement interne, c'est-à-dire que en partant de données non observables et donc de données internes que vous allez valoriser, par exemple dans le cas d'une valorisation de titres de société non cotés. Et donc l'AMF se plaint d'une mauvaise. Vous devez d'abord bien présenter vos actifs et vos passifs financiers en fonction de ces trois niveaux de juste valeur. Et puis, ils se plaignent d'une mauvaise appréciation dans certains cas et d'une mauvaise information, notamment pour tout ce qui est juste valeur de niveau 3, c'est-à-dire en fonction d'évaluations internes. Donc, comment ont été faites les évaluations internes et quelles sont les analyses de sensibilité par rapport à ces évaluations. C'est toujours la problématique de transparence. Alors, autre constat qui a été fait par l'AMF sur la revue des états financiers 2024, et donc dont on comprend bien évidemment qu'ils ne souhaiteraient pas retrouver ce genre de problème en 2025. Hein. Donc, au niveau des tableaux de flux de trésorerie, le constat est assez sévère également, donc une présentation peu claire et insuffisamment détaillée, et notamment pas de distinction normalement dans le cas de l'application de la norme IAS 7, tout ce qui est flux, tout ce qui est opération qui ne génère pas des flux de trésorerie, hein, comme par exemple des opérations d'échange ou des opérations les contrats de location, hein, puisque les contrats de location, on constate un right of use à l'actif, on constate une dette au passif, mais il n'y a pas de flux de trésorerie. Et donc tous ces éléments-là, normalement, sont à détailler au pied du tableau de flux. Et là, ils se plaignent d'avoir une information insuffisante sur ces non-flux qui peuvent quand même être significatifs. Hein. Je vous rappelle, l'année dernière, on avait notamment, par exemple, évoqué le cas
du reverse factoring, où en fait on se retrouve à payer avec des fournisseurs qui sont payés sans flux de trésorerie et des nouveaux emprunts qui arrivent sans flux de trésorerie. Donc tous ces éléments-là sont très importants pour bien comprendre la structure et l'analyse de la performance de l'entité et de sa structure financière. Et donc ils se plaignent d'avoir ça. Bon. Ils se plaignent également d'avoir une information sur les risques insuffisante et notamment de ne pas avoir forcément une cohérence entre les informations qui sont données dans le rapport de gestion, les informations qui sont données dans le document d'enregistrement universel et les informations qui sont dans les états financiers. Je vous rappelle que même si certaines informations sont obligatoires en vertu, par exemple, du rapport de gestion, ces informations doivent également être mises dans les états financiers. Et puis, ils se plaignent également d'avoir trop de détails sur des informations non matérielles et pas assez de détails sur les informations matérielles. Donc, ils considèrent qu'il y a un obscurcissement, notamment des notes annexes, avec des tas de détails qui ne servent à rien. Par contre, ils souhaiteraient, dans certains cas, avoir plus de détails, notamment sur l'information sectorielle. Donc, vous voyez que le constat, quand même, cette année, je l'ai trouvé assez sévère. Là, sur un certain nombre d'éléments, donc, que ce soit information sectorielle, tableau de flux de trésorerie, information non matérielle, bon, tous ces éléments-là font quand même que l'ensemble est assez, euh, est assez sévère. Alors, euh, quelques données, ce qu'on a appelé données géopolitiques et macroéconomiques, donc c'est quelques informations chiffrées, notamment concernant le taux des OAT, le taux des obligations assimilables du Trésor sur 10 ans, qui est en général le taux qu'on va utiliser pour faire les impairment tests, sachant qu'on va bien évidemment rajouter après un risque lié au secteur et un risque lié au risque de l'entité en elle-même, mais c'est le taux de base. Et donc, vous voyez que là, on a quand même, depuis quelques années, on a les taux qui ont quand même largement grimpé, puisqu'en 2021, ils étaient à 0,19. Ils étaient négatifs en Allemagne. Et puis là, on est quand même sur un taux au 1er décembre de 3,48. Et je pense qu'on va être dans ces eaux-là, on va être de l'ordre de 3,50 vraisemblablement au 31 décembre. Donc vous voyez qu'on a quand même une augmentation importante des taux. Et donc, qui dit augmentation importante des taux dit risque de dépréciation des actifs plus important, puisque ça va, on va avoir une valeur inférieure des actifs, puisqu'on va actualiser des flux à un taux plus élevé. Et donc, à ce titre-là, on va avoir des risques accrus de dépréciation dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vous ai rappelé, on vous a mis également le taux Allemagne, puisque normalement, les puristes recommandent de faire les évaluations en partant d'un taux sans risque, sachant que l'Allemagne est un pays triple A, donc sans risque normalement, sur lequel on devrait rajouter un risque pays. Le risque pays doit être à 0,8, 0,7, 0,8. Donc on est pour l'instant dans des données logiques où on n'a pas de dérapage entre les taux français pour l'instant et le taux sans risque. Le différentiel, le spread correspond au risque pays sans problème particulier. Les deuxièmes données qui vous sont données, les deuxièmes données au niveau des taux, c'est le taux iBoxx Corp. Alors ce taux-là, c'est en général le taux qu'on applique pour l'actualisation des engagements de retraite ou des engagements sociaux à long terme. Tout ce qui est engagement de retraite, engagements sociaux, on utilise l'E-Box Corp, c'est celui qui est prévu dans la norme IAS 19. C'est un de ceux qui sont prévus dans la norme IAS 19. Donc à ce titre, le taux au 30 novembre, donc le dernier disponible, il y a 3,79. Il était à 3,38 au 31 décembre. Donc
Là, à contrario, par rapport au taux des OAT sur l'actualisation des flux futurs, hein, le taux e-box, c'est un taux qui va réduire, plus il est élevé, plus la provision sera faible, hein, sachant que les variations passent directement en capitaux propres au niveau des OCI, hein. Donc les taux 3,79, on devrait être à peu près dans ces eaux-là au 31 décembre. Donc à un niveau relativement élevé des taux. Quelques données aussi concernant l'hyperinflation, hein. Vous savez que pour l'application de la norme IAS 29, euh, la norme IAS 29 s'applique à tous les pays en hyperinflation. Et donc, la liste, alors, qui n'est pas une liste officielle, mais c'est un consensus mondial qui est fait et qui donne tous les pays qui sont concernés par l'hyperinflation. Donc, on a entre autres en pays, alors il y a quelques pays comme le Burundi ou le Malawi qui sont pas forcément, ou le Zimbabwe, qui sont pas nécessairement des pays avec qui on a beaucoup de relations commerciales et beaucoup de filiales. Mais il y a des pays comme l'Argentine, comme le Liban, comme la Turquie, le Venezuela, qui sont concernés par des situations d'hyperinflation. Alors, cette année, ne sont entrés que le Zimbabwe et le Malawi. Sont sortis l'Éthiopie, le Ghana, le Laos et le Suriname. Et il y a alors le consensus qui vous est présenté date d'octobre, hein. Donc il peut y avoir encore des évolutions, notamment sur deux pays qui inquiétaient beaucoup les émetteurs, qui étaient le Nigeria et l'Égypte. Pour l'instant, ils frôlent la situation d'hyperinflation, mais ils pourraient, avant le 31 décembre, rentrer dans cette situation-là. Alors, je vous rappelle que sur le principe, hein, même si le Nigeria, par exemple, si le Nigeria a été considéré comme hyperinflationniste avant le 31 décembre, le retraitement porte depuis le 1er janvier, hein. Donc, faites attention si vous êtes éventuellement concernés par le Venezuela ou le Nigeria. Alors, donc ceci étant rappelé, donc j'aime bien ces recommandations AMF ESMA parce que ça permet de situer, de voir quels sont les points d'attention des autorités de marché, quels sont les points qui posent problème, et donc ça permet d'orienter, entre guillemets, d'orienter les clôtures par rapport à ça. Alors, quelques mots sur les nouveaux textes applicables, sachant qu'il n'y a pas de gros, il n'y a pas de gros, entre guillemets, j'allais dire de gros textes ou de grands textes. On n'est pas comme quand on a eu l'application d'IFRS 15 ou IFRS 16 ou même IFRS 18 qu'on verra tout à l'heure. Là, c'est des amendements. C'est des amendements qui sont proposés. Et le seul amendement qui est d'application obligatoire en 2025, c'est un amendement d'IAS 21 qui concerne la problématique liée à la convertibilité entre deux monnaies. Autrement, tous les deux autres amendements qu'on a sont les amendements d'IFRS 9 et IFRS 7, donc sur le classement et l'évaluation des instruments financiers. Qui concerne les deux concernent des instruments financiers, on aura l'occasion d'y revenir. Et on a également, dans le cadre du processus annuel d'amélioration des normes, il y a un certain nombre de corrections qui sont apportées aux normes pour être cohérentes l'une avec l'autre quand il y a des problèmes de rédaction. Alors, au niveau de... Vous allez avoir un support, hein, donc vous pourrez télécharger à la fin de cette conférence un support qui est un support complet qui intègre notamment la liste des améliorations annuelles. Là, on ne va pas voir les améliorations annuelles, mais vous aurez la liste des améliorations annuelles dans le support complet, hein. Voilà. Donc ça, donc en application obligatoire du coup, en application obligatoire en 2025, hein, il n'y a que l'amendement IAS 21.
Alors, il y a un certain nombre d'autres amendements qui n'ont toujours pas été approuvés par l'Union européenne. Il y a notamment un amendement IFRS 10 et IAS 28 qui concerne les ventes réalisées entre le groupe, entre des entités intégrées globalement et des entités mises en équivalence. Il n'est pas approuvé. J'avoue de pas savoir toutes les raisons qui justifient qu'il ne le soit pas. Mais bon, sachez qu'il y a un amendement IFRS 10 qui n'est pas encore approuvé par l'Union européenne. Et au niveau des normes, donc des textes, des normes applicables, il y a 3 normes qui sont pas qui sont pour l'instant non encore approuvées par l'Union européenne. Euh, alors, différentes situations. On a IFRS 14. IFRS 14, c'est une norme transitoire qui avait été publiée par l'IASB et qui est d'application obligatoire depuis 2016. Bon, vous voyez que on s'en est pas, entre guillemets, on s'en est passé au niveau européen. Ça concerne les activités à tarif régulé, hein, notamment dans le domaine de l'énergie. Et donc, il y a un certain nombre de points qui sont précisés, mais la norme ne sera pas appliquée. La norme définitive devrait être publiée 2026-2027, je ne sais pas exactement, on ne sait pas encore exactement, mais donc il y aurait une nouvelle norme publiée, et donc l'Union européenne a dit qu'elle approuverait, qu'elle prendrait cette norme au moment de la publication de la norme définitive et non pas de la norme provisoire. Donc je vous dis, c'est pas une norme fondamentale pour le moment. Donc la deuxième norme non encore approuvée, c'est IFRS 18. Donc IFRS 18 qui concerne la présentation des états financiers, qu'on verra tout à l'heure, et qui est d'application obligatoire à partir du 1er janvier 2027, avec une application possible, application anticipée possible, pas bien évidemment pas sur 2025, parce qu'elle n'est pas approuvée actuellement par l'UE. Et donc, elle devrait être dans le plan d'endorsement de l'EFRAG, elle devrait être approuvée et adoptée au niveau par l'Union européenne au cours du premier trimestre 2026. La troisième norme qui n'est pas encore approuvée également, c'est la norme IFRS 19 qui concerne les filiales qui présentent des comptes IFRS standalone, hein. Donc, c'est une norme qui sera pas d'application possible en France, puisqu'il est interdit de publier des comptes sociaux individuels en IFRS. Ça peut peut-être dans d'autres pays présenter quelque intérêt. Euh, donc cette norme-là devrait être également endorsée en 2026, hein. Je ne sais pas, on n'a encore pas la date, hein. Bon, c'est une norme moins importante qu'IFRS 18. Alors, si on parle donc du seul amendement obligatoire d'application obligatoire cette année, c'est l'amendement d'IAS 21 qui concerne les problématiques liées à l'absence de convertibilité entre deux monnaies. Alors, cet amendement d'IAS 21, il a été mis en place afin d'avoir une méthode cohérente et sachant que ce que souhaitait l'IASB par rapport à ce sujet, c'est que tout le monde applique à peu près une méthode comparable, parce qu'il y avait différentes pratiques, a priori différentes pratiques dans ces cas, donc d'avoir une méthode comparable. Donc, ce que prévoit IAS 21, c'est d'une part de dire qu'est-ce qu'une monnaie échangeable, qu'est-ce qu'une monnaie non échangeable, non convertible. Et puis, dans le cas où on se retrouve dans la situation d'une monnaie non convertible, comment, comment l'entité a fait pour convertir et quels sont les différents points à communiquer en annexe. Alors, donc, premier point, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie convertible? Selon l'amendement, une monnaie est convertible en une autre monnaie lorsqu'une entité est en mesure d'obtenir l'autre monnaie dans un délai correspondant à un délai administratif normal et par le biais d'un marché ou d'un mécanisme d'échange dans lequel les opérations d'échange créeraient des droits et obligations exécutoires. Donc ça veut dire que c'est une monnaie dont on peut avoir des montants significatifs, importants, dans un délai somme toute raisonnable. Alors bon,
délai administratif normal, à vous d'apprécier selon les pays, mais c'est un délai raisonnable. Ok. Alors, faites attention, ce n'est pas parce que, notamment, il y a certaines monnaies qu'on peut convertir pour des faibles montants, notamment tous les pays qui souhaitent avoir de la conversion pour des touristes. Donc là, les touristes, on peut avoir dans ce cas-là des conversions des conversions possibles. Ça ne veut pas dire que la monnaie est convertible pour des grosses sommes, hein. Donc faites attention par rapport à ça. On a, notamment dans certains, je pense à certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, on a des éléments comme ça, hein. Donc faites bien attention par rapport à ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous estimez que la monnaie n'est pas convertible, vous devez fournir un certain nombre d'informations dans votre annexe, notamment sur comment vous avez fait pour convertir alors qu'il n'y avait pas de, entre guillemets, il n'y avait pas de taux. Est-ce que vous êtes passé par une monnaie tierce? Dans certains cas, on va passer par le dollar. Dans certains cas, d'autres cas, on va peut-être prendre un taux, un taux approximatif qu'on peut estimer, notamment par rapport, je vous parlais tout à l'heure des taux de devise des touristes. Et donc, ça, c'est le premier point, nous expliquer comment c'est, mais également comment la non-convertibilité est susceptible d'affecter votre profitabilité ou votre situation financière, hein. Donc, de savoir le fait qu'une monnaie ne soit pas convertible, ça peut, dans certains cas, donc être un élément qui fait que l'argent que vous avez dans un pays, ben, il n'est pas rapatriable, vous ne pouvez pas l'utiliser et il a de cette façon quasiment aucune valeur. Donc, de bien préciser les risques auxquels votre entité vous êtes exposé par rapport à cette non-convertibilité et les conséquences que ça peut avoir sur vos états financiers, hein. Donc, un amendement, somme toute, très technique, bien évidemment, mais sur lequel on a vu la liste des pays en hyperinflation, il y en a quand même pas mal, et donc il y a souvent des liens entre convertibilité et hyperinflation, donc faites bien attention par rapport à tous ces éléments-là. Alors, autres amendements, donc on a eu deux amendements IFRS 9, IFRS 9, hein, IFRS 7, IFRS 9, c'est pour la comptabilisation des instruments financiers, IFRS 7, c'est pour les informations à communiquer sur les instruments financiers. Donc, on a eu deux amendements. Premièrement, un amendement qui est applicable donc au 1er janvier 2026 qui concerne un certain nombre de clarifications au niveau des actifs financiers ayant des caractéristiques ESG et des passifs financiers SPPI. Donc, c'est plutôt c'est des amendements. Ces amendements-là sont principalement destinés aux établissements financiers pour l'instant. Et puis, ces amendements sont plutôt des amendements d'information en annexe, hein. Donc, un certain nombre de points. Il y a une précision au niveau de la définition de la date de règlement quand le paiement est fait via un système de paiement électronique et des informations complémentaires à fournir, notamment dans le cas d'instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur non recyclables. Ça peut être le cas de certains titres, par exemple, ou des instruments de financiers avec des clauses contractuelles. Alors, pour ce qui est de l'amendement IFRS 9, IFRS 7 relatif à la classification et à l'évaluation des instruments financiers, donc ça permet de comptabiliser le critère SPPI. Donc je vous dis, c'est plutôt pour les établissements financiers ces amendements. Le critère SPPI permet de comptabiliser un actif financier au coût amorti, hein. C'est-à-dire que c'est un prêt. Puisque c'est des prêts, on est sur les actifs financiers, c'est un prêt simple, hein, c'est un prêt basique. Donc là, quels sont les critères pour classifier un prêt en prêt basique? Et donc, il y a également une problématique qu'on rencontre de plus en plus, c'est la notion de risque de critères ESG dans les prêts. C'est également un sujet
dans les futures normes, de savoir, puisque le cas, on est dans le cas d'un établissement financier qui va faire un prêt, par exemple, à 3%, mais qui va pouvoir avoir, si l'entité emprunteuse ne respecte pas un certain nombre de critères, ESG, hein, c'est-à-dire notamment des critères environnementaux ou sociaux, elle sera amenée à avoir un taux qui serait plus élevé, peut-être 4% par exemple. Et donc, comment tenir compte en fait de la variabilité d'un taux qui est pas qui est un taux fixe, mais avec des conditions au niveau de savoir comment comptabiliser ces actifs et notamment des évolutions qu'on peut avoir, hein. Donc ces amendements-là sont pas désintéressants, sont principalement pour les établissements financiers, comme je le disais, mais notamment par contre au niveau des critères ESG, il y a des projets en cours pour faire évoluer la norme IFRS 9 pour les emprunts ESG, hein. Donc c'est quand même important. Autre point concernant cet amendement IFRS 9, IFRS 7, c'était un point qu'on avait déjà évoqué l'année dernière et qui m'inquiétait, je n'étais pas le seul à être inquiet par rapport à cette évolution. Le problème, c'est de savoir à quelle date on doit enregistrer un règlement d'un passif, hein, notamment quand il est fait par un système de paiement électronique. C'est-à-dire, vous payez un fournisseur, la question, je veux dire, elle est simple, hein. Est-ce que je dois payer quand j'émets le règlement ou quand mon fournisseur a reçu l'argent? Sachant qu'il peut se passer, bien évidemment, quelques délais entre le moment où j'ai émis mon règlement et le moment où le fournisseur va recevoir de l'argent. Et donc la question avait été posée initialement à l'IFRIC. L'IFRIC avait dit, bah, le principe, c'est quand vous pouvez sortir, je dirais, décomptabiliser votre compte fournisseur qu'au moment où vous avez reçu l'argent. Que quand il a reçu l'argent. C'est pas parce que vous avez émis un règlement que ça vous autorise à déconsolider une dette. Et donc, c'est la position de l'IFRIC qui est peut-être une position très doctrinale, mais c'est pas ce que pratiquent les entreprises. Énormément d'entreprises tout autour du monde comptabilisent les règlements au moment de l'émission du règlement. Et donc, à ce titre, ça posait un problème. La décision de l'IFRIC, elle avait été pas approuvée par l'IASB, ce qui est quand même relativement rare. Et donc, l'IASB avait dit, bon, faut qu'on amende la norme IFRS 9, IFRS 7 pour voir un petit peu comment un peu ménager les entreprises par rapport à ce problème-là. Et donc, ils ont créé un amendement qui clarifie cette notion de date de règlement, qui dit que le principe de base, on doit décomptabiliser une dette quand le créancier a touché effectivement l'argent. Donc normalement, ça voudrait dire que on ne devrait décomptabiliser les fournisseurs que quand le fournisseur a reçu effectivement l'argent. Il est toutefois possible, il y a une option pour les entreprises de comptabiliser le règlement au moment de son émission, hein, sous trois conditions cumulatives. Donc, incapacité d'annuler ou de stopper l'instruction de paiement. Enfin, c'est parti, c'est parti. Incapacité d'utiliser la trésorerie objet de l'instruction de paiement, à supposer que la trésorerie ne soit pas cantonnée. Dans ce cas-là, ça serait assez inopérant. Et puis, le risque de règlement via le système de paiement électronique est insignifiant. Ce qu'on peut penser être le cas, notamment avec un système, avec des banques. Donc, à partir de ce moment-là, il est donc possible, mais que pour les paiements électroniques, hein, j'attire votre attention sur ce point, il est donc possible pour les paiements électroniques, en règle générale, de comptabiliser les règlements effectués au moment de l'émission du règlement et non pas au moment de la réception par le fournisseur du règlement. Donc, globalement, une solution quand même relativement satisfaisante pour les entreprises parce que ça obligeait quand même à changer pas mal de choses. Alors, deuxième, euh, deuxième, euh,
deuxième source deuxième amendement des normes IFRS 9 et IFRS 7, c'est tout ce qui concerne les contrats référençant de l'électricité dépendant de facteurs naturels. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, je crois, au 30 juin. Et donc, on a eu un amendement qui était publié qui a été publié le 18 décembre 2024, qui porte sur les PPA, ce qu'on appelle les PPA, donc les Power Purchase Agreement, et avec une exemption news sur lequel on reviendra bien évidemment. Et puis, ça concerne également les Virtual PPA, donc les Virtual Power Purchase Agreement, et donc de savoir comment classifier ces contrats, et c'est la classification de ces contrats qui va déterminer les modes de comptabilisation de ces contrats. Alors, cet amendement ne concerne que les achats d'électricité dépendant de facteurs naturels. Donc, ça veut dire que ça concerne quasiment exclusivement l'éolien et le photovoltaïque, puisque on a une production qui est variable en éolien et en photovoltaïque, on a une production variable, et la variation provient exclusivement de facteurs naturels. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas intervenir par rapport à ça. S'il y a du soleil, il y a de l'électricité. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. C'est la même chose pour le vent. Donc ça, ces contrats-là peuvent rentrer dans le cadre de l'électricité dépendante de facteurs naturels. En revanche, par exemple, l'électricité hydroélectrique ne rentre pas dans ce principe, puisque les achats d'électricité hydroélectrique, il peut y avoir une intervention humaine qui fait varier la production. Donc voilà. Alors, c'est applicable à compter du 1er janvier 2026 avec une application rétrospective dans certains cas, mais une application prospective, notamment dans le cas de comptabilité et couverture qu'on va voir. Donc, c'est vraiment des contrats qu'on rencontre de plus en plus souvent sur le marché français, hein, et pour lequel il faut faire extrêmement attention, parce que c'est des contrats qui peuvent être très piégeux en termes de traitement comptable. Alors, comme je le disais, il y a deux types de contrats d'achat, c'est des contrats d'achat d'électricité, hein, qui peuvent être soit des contrats physiques, donc des Power Purchase Agreement, soit des contrats virtuels, donc des Virtual Power Purchase Agreement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PPA? Donc, la première catégorie. Alors, ne pas confondre PPA au sens de cette norme-là avec les PPA qu'on utilise dans le cas des Purchase Price Allocation dans le cas de la norme IFRS 3. Hein. C'est les mêmes initiales, mais c'est pas le même principe. Hein. Et donc les PPA, c'est des contrats à moyen ou long terme d'achat d'électricité, et donc avec un prix fixe ou un prix fixe avec indexé dans certains cas, mais c'est souvent ça peut être un prix fixe. Ok. Le producteur et le consommateur sont raccordés à un même réseau. Hein. Donc globalement, alors il n'y a pas forcément l'électricité, hein, c'est pas quelque chose de forcément d'affectable, hein, ça va dans un réseau, donc toutes les électricités bien évidemment se mélangent. Et le deuxième élément important qui concerne les achats d'électricité, c'est que l'électricité, c'est une matière non stockable ou très peu stockable. Alors, il commence à y avoir des cas de stockage d'électricité, mais globalement, c'est normalement non stockable. Donc, ce qui veut dire que c'est des achats d'électricité. Donc, vous êtes raccordé, vous achetez de l'électricité, vous payez le prix de l'électricité au prix du contrat, et l'intérêt de ce type de contrat, c'était qu'il y avait des certificats d'énergie verte. C'est-à-dire que quand vous achetez de l'électricité dans le cadre d'un PPA par rapport à un parc éolien, c'est de l'électricité décarbonée, donc qui correspond notamment, si vous avez des obligations en termes de taxonomie, ça va correspondre à de l'énergie verte. Donc, tout intérêt. Le virtual PPA, le principe est le même, mais c'est un peu plus compliqué, puisque vous allez avoir un contrat entre un producteur et un consommateur qui va fixer le prix. Hein. Par contre,
le consommateur va acheter de l'électricité auprès d'un fournisseur X au prix de marché, et il va y avoir le règlement du différentiel entre le producteur et le consommateur. Dans le cas, par exemple, vous avez un virtual PPA à 100 euros le kilowattheure, hein, et donc vous achetez de l'électricité à 80 euros, bah, dans ce cas-là, vous êtes obligé de verser 20 euros au producteur pour passer de 80 à 100. À l'inverse, si vous achetez de l'électricité à 130, eh bien, c'est le producteur qui va vous verser 30 pour que vous redescendiez à un prix d'achat de 30. Ah, c'est typiquement un contrat de couverture, hein, on verra les conséquences que ça peut avoir. Donc, vous couvrez par le paiement d'un différentiel, vous passez d'un prix variable à un prix fixe, comme dans le cas d'un swap de taux, on va passer d'un taux variable à un taux fixe, ou des choses comme ça. Et donc, de la même façon, hein, on a un transfert des certificats d'économie d'énergie verte. Alors, ce qu'il faut bien avoir, c'est que les deux contrats, selon le contrat, on va avoir des règles de comptabilisation différentes. Alors, pourquoi on va avoir des règles différentes? Parce que dans le cas des PPA, on a la possibilité d'utiliser l'exemption on use. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, vous allez consommer cette électricité. Donc c'est pour votre propre consommation, hein. C'est pas pour eux. Bien évidemment, si vous aviez une activité de trading dans l'électricité, ça marcherait pas, hein. Vous avez, vous allez acheter de l'électricité pour votre propre consommation, pour votre propre usage. Donc c'est bien la notion de on use. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier d'une comptabilisation simplifiée, puisque si vous respectez trois conditions que sont la variabilité due à une source naturelle, bon, on a vu tout à l'heure éolien photovoltaïque, hein, que quand vous êtes plus acheteur que consommateur, vous allez être amené à vendre sur un marché vos excédents, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, dans certains cas, bah, vous allez avoir plus d'électricité qui va vous arriver que vos besoins. Et donc, vous allez vendre les excédents. En revanche, dans certains autres cas, ça va être le contraire. C'est-à-dire que vous allez acheter de l'électricité sur le marché parce que la production ne suffit pas à vos besoins. Vous voyez, c'est quand même des contrats assez compliqués, hein, puisque donc on se retrouve dans des situations de temps en temps de vendeurs, de temps en temps d'acheteurs, suivant les conditions, notamment les conditions climatiques et vos besoins propres, hein. Et donc, en tout état de cause, vous devez arriver dans une situation d'acheteur net, c'est-à-dire que vous achetez plus d'électricité que vous en vendez, hein. OK? Et cela pendant un certain délai raisonnable en fonction de la saisonnalité, mais ce délai normalement est plafonné à 12 mois, hein. Donc ça veut dire que par exemple, si au mois d'août, il y a vous êtes adossé à un champ photovoltaïque et vous avez beaucoup d'électricité qui arrive parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais que vous n'avez pas de gros besoins parce que vous ne chauffez pas au mois d'août, et qu'en revanche au mois de décembre, vous allez avoir peu de soleil, mais beaucoup de besoins parce que vous avez besoin de chauffer. L'important, c'est bien d'être acheteur net à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire que si vous êtes dans cette condition-là, d'acheteur, que c'est un contrat de éolien ou photovoltaïque, vous avez la possibilité d'utiliser l'exemption on use. C'est quoi cette exemption on use? Bah, vous achetez l'électricité, point final. Vous n'avez pas, vous avez pas à vous occuper, parce que on voit quand même que ces contrats-là, c'est des contrats avec des dérivés, puisque on fixe le prix sur une durée des fois de 15 ou 20 ans, hein. Donc ça veut dire que, bien évidemment, le prix va varier, le prix de l'électricité va varier. Si vous avez fixé le prix de l'électricité, c'est qu'il y a un dérivé inclus. Et donc, qui dit dérivé dit règle spécifique qu'on va voir pour les VPPA. Mais par contre, si vous avez l'exemption aux news, ça veut dire que vous pouvez acheter, vous allez simplement comptabiliser les factures d'électricité. Bon, ce qui est quand même ce qui vous évite d'avoir toutes les problématiques liées
à la comptabilité de couverture. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, ça ne concerne que les PPA. Si vous êtes dans le cas d'un VPPA ou dans le cas d'un PPA qui ne répondrait pas à des conditions on use, vous allez être obligé de comptabiliser, de valoriser votre contrat comme un contrat de dérivé à la juste valeur. Et la problématique, c'est si c'est un dérivé, normalement, les variations de juste valeur du contrat devraient passer en résultat. Ça, c'est le principe de base. Il est toutefois possible de qualifier cet instrument-là d'instrument de couverture. L'objectif, c'est quand même de fixer votre prix d'électricité sur une longue durée. Dans ce cas-là, si vous êtes considéré comme étant un instrument de couverture, ça veut dire que les variations de juste valeur de votre contrat vont passer en capitaux propres par OCI et non pas en résultat. Et donc, vous n'aurez pas entre guillemets, le yo-yo que pourrait faire votre résultat en fonction des évolutions du prix de l'électricité. Alors, il se pose quand même un problème par rapport il se posait un problème par rapport à la norme, donc ce qui a nécessité bien évidemment de faire évoluer la norme IFRS 9, c'est que normalement, quand on a un contrat de couverture, on devrait avoir un contrat de couverture avec un notionnel qui est fixe et une partie variable. Quand vous avez un swap de taux, ben vous avez un notionnel, et je sais pas, 10 millions d'euros qui est fixe, puis vous avez le taux d'intérêt qui va varier. Si vous avez un contrat en devise, vous allez avoir un notionnel en devise et vous allez faire varier le cours de la devise. Par contre, là, on avait un problème, on avait un double problème, puisque on a si on veut considérer que ce contrat est un contrat de couverture, bah, le problème, c'est que le notionnel était variable, puisque le notionnel, c'est la production d'électricité, et l'élément variable, c'est le prix du kilowattheure. Donc, théoriquement, on ne devrait pas pouvoir considérer que c'est un contrat de couverture. Alors, c'est pour ça que la norme a été amendée à ce sujet-là, et donc il est admis que dans ces circonstances-là, bah, le contrat avec un notionnel variable et avec un prix variable puisse être considéré comme étant un contrat de couverture. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de notion d'inefficacité, hein, puisque l'inefficacité d'une couverture va s'apprécier par rapport au notionnel. Bon, là, comme le notionnel est variable, on ne risque pas d'avoir un risque d'inefficacité. Bien évidemment, il faudra documenter la relation de couverture, et puis il faut que les volumes couverts soient hautement probables et inférieurs aux besoins globaux, puisque si vous étiez en position entre guillemets vendeur de votre VPPA, vous seriez bien évidemment là dans une position de trading spéculatif. Donc faites bien attention à ces contrats-là qui pullulent un peu sur le marché français et qui font que c'est toujours difficile à traiter. Alors, il y a un certain nombre, bien évidemment, en fonction des règles de comptabilisation, vous allez avoir des informations en annexe à donner. Bon, on ne va pas faire la lecture exhaustive, mais vous voyez que notamment pour les contrats on use, il y a beaucoup d'informations à donner puisque c'est une exemption. Donc, pour bénéficier d'une exemption, faut pouvoir la justifier. Il y a moins d'éléments pour les VPPS, ça ne veut pas dire que ça soit simple non plus, mais il y a quand même un peu moins d'informations à donner. Alors, ces éléments-là, ce qu'il faut bien aussi comprendre, notamment pour les PPA qui bénéficient de l'exemption on use, c'est que l'exemption, elle n'est pas forcément ad vitam aeternam, puisque vous pouvez, par exemple, signer un contrat sur 15 ans, okay, et donc ça veut dire que vous êtes consommateur d'électricité, donc vous répondez aux besoins, mais pour une raison X, Y, vous changez de mode de production, vous changez d'éléments, et donc vous vous retrouvez à ce niveau-là avec un PPA qui ne sert plus en totalité et qui répond plus aux conditions, parce que là dans ce cas-là, vous allez être vendeur net. Et donc, c'est tous les ans qu'il va falloir se reposer la question du traitement de ces PPA, hein. Donc, faites bien attention par rapport à ça. Alors, dernier point, c'est pas le moindre, hein, ce type de contrat, notamment,
on rencontre assez souvent des contrats qui prévoient que vous achetez l'intégralité de la production, par exemple, d'un parc éolien, sur quasiment l'intégralité de sa durée de vie. Puisque en général, les parcs éoliens ou les parcs photovoltaïques ont une durée limitée qui provient du fait que les terrasses sont louées. Donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir, dans certains cas, avoir l'intégralité de la production sur l'intégralité de la durée de vie. Donc là, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un contrat de location cachée. Hein. Et donc, on n'est plus dans le cadre IFRS 9, IFRS 7, mais on passerait dans le cadre d'IFRS 16 avec un contrat de location. Donc, dans lequel ce que vous avez payé comme étant apparemment des factures d'électricité, ce serait en fait des factures de location. Donc, faites attention à ces contrats-là, c'est des contrats excessivement complexes. On en rencontre beaucoup et c'est pas toujours très facile à gérer. Hein. Donc voilà sur les grandes, je dirais sur les nouveaux textes les nouveaux textes de l'année. Et donc on va passer maintenant aux décisions de l'IFRIC. Alors il y a eu un certain nombre de décisions de l'IFRIC. Elles sont toutes reportées sur votre support. Hein, mais bon, elles sont d'intérêt variable. Hein. Et donc, on les a toutes mises, elles sont toutes sur le support. En revanche, on va en regarder une qui est particulièrement intéressante, et c'est celle qui est relative au secteur opérationnel, donc à l'application de la norme IFRS 8. Et cette réponse qui date d'octobre 2024, je crois, ou septembre-octobre 2024, remet pas mal de choses en cause, en question sur l'application de la norme IFRS 8. Hein. Et donc, la question qui a été posée à l'IFRIC, c'est quelles sont les informations à communiquer au niveau notamment au niveau du compte de résultats par secteur. Quelles sont les informations à donner? Est-ce que c'est que les informations qui sont basées sur le reporting opérationnel, hein, tel que vu par le DPO, ou est-ce que c'est des informations également qui sont basées sur le compte de résultats qui sont présentés dans les états financiers, ainsi que d'autres informations qui sont présentées dans les annexes? Hein. Et puis accessoirement, il y a une question qui a été posée à l'IFRIC, de savoir quel était le seuil à appliquer, est-ce qu'il y avait une notion de seuil de significativité à appliquer, et est-ce que ce seuil devait être appliqué par secteur ou appliqué globalement, ce qui change quand même pas mal les choses. Je vous ai rappelé le paragraphe en cause parce que c'est le paragraphe 23 de la norme IFRS 8 qui précise un certain nombre d'informations à donner, mais globalement, l'IFRIC a dit, la réponse de l'IFRIC, c'est quoi? C'est les informations détaillées par secteur doivent être fournies si elles sont incluses dans le résultat opérationnel, même si elles ne sont pas revues séparément par le principal décideur opérationnel. Et si elles sont revues par le principal décideur opérationnel, même si elles ne sont pas présentées dans le résultat opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une double approche pour présenter les informations au niveau du compte de résultat. Hein. C'est-à-dire, vous devez d'une part respecter la présentation telle qu'elle est dans vos états financiers. Si par exemple vous présentez une information dans vos états financiers par nature avec les autres charges, les impôts et taxes, les charges de personnel, les charges sociales, vous devez respecter cette présentation-là. Mais si en plus il y a des détails, par exemple, qui sont donnés au principal décideur opérationnel, qui peuvent être par exemple dans des décompositions des achats, par exemple les achats d'énergie, les entretiens, que sais-je, tout ce qu'on peut avoir dans les autres charges, ben dans ce cas-là, vous devriez également les donner. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a
c'est une double approche qui doit être respectée. D'une part, celle qui est donnée dans vos comptes et d'autre part, celle qui est donnée dans votre reporting interne. Alors, ça change quand même pas mal les choses, sachant que en général, on avait plus ou moins tous compris le fait que c'était plutôt l'information qui était donnée dans le reporting interne qui prévalait. Bon, là, il nous donne un certain nombre de points. Ok. Et donc, il précise également que par rapport à ce paragraphe 23, hein, il ne faut pas simplement se limiter aux éléments inhabituels ou aux éléments listés par la norme IAS1. Hein. C'est tout ce qui est pris en compte par rapport soit au reporting interne, soit à la présentation des états financiers. Et donc également que la répartition des produits et charges par segment peut donc concerner des éléments fournis en annexe par application d'autres normes. Dans le cas, par exemple, où vous auriez un reporting qui est basé sur les fonctions, un reporting par fonction, avec la présentation d'un compte de résultat par fonction, vous devez quand même présenter en annexe, par exemple, les charges de personnel par nature ou les dotations par nature. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez, par exemple, un reporting opérationnel par nature, vous devez quand même donner vos charges de personnel par fonction. Non, pardon, excusez-moi. Si vous avez un reporting par fonction, vous devez quand même donner un certain nombre de charges par nature dans votre information sectorielle. Donc ça change quand même pas mal de choses par rapport à un certain nombre de points qui, vous avez vu, nous a été reproché notamment par l'AMF et par l'ESMA, puisque en plus, c'est une décision de l'IFRIC de 2024. Et l'IFRIC a dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme, hein, et donc que la norme devait être appliquée comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'une décision de l'IFRIC qui n'entraîne pas une modification de la norme, normalement, doit être appliquée immédiatement. Ce qui veut dire qu'on aurait dû appliquer cette décision de l'IFRIC dès le 31 décembre 2024. Ce qui n'a pas été nécessairement le cas, puisque l'information sectorielle, c'est une information d'un système de reporting. Hein. Et donc, à ce titre, le reporting, c'était peut-être un peu tôt, un peu court pour changer le reporting en octobre 2024 pour le 31 décembre 2024. Il est clair qu'en tout cas, il va falloir essayer au maximum d'appliquer cette norme dès le 31 décembre 2000, cette décision de l'IFRIC est donc la norme dès le 31 décembre 2025. Alors, en termes de matérialité, ce qui a été précisé par l'IFRIC, c'est qu'il n'y avait pas de notion de matérialité par segment, mais que ça devait être une appréciation globale en fonction à la fois d'une analyse qualitative et quantitative. Donc, vous voyez que cette décision de l'IFRIC, elle remet quand même pas mal en cause un certain nombre de formats d'annexes au niveau de la formation sectorielle. Hein. Donc, faites attention, je pense que l'AMF va attendre avec impatience les comptes du 31 décembre 2025 pour voir si cette décision a été respectée. Donc, c'est la seule décision de l'IFRIC que je vous ai que j'ai indiqué. Vous trouverez dans le support papier d'autres décisions, mais qui sont en général de portée beaucoup plus limitée. Alors, quelques mots au niveau de l'environnement législatif français, des conséquences que ça peut avoir au niveau au niveau de vos comptes, au niveau de vos comptes IFRS. On a eu l'année dernière une contribution exceptionnelle et temporaire sur les bénéfices, mais qui a été instaurée par la loi de finances qui a été votée en février 2025. Donc, ce qui veut dire que, en l'état, une taxe ne peut être enregistrée, en application de la norme IAS 12, ne peut être enregistrée que quand elle est votée ou quasi votée, hein, mais partez plutôt du principe qu'on ne peut enregistrer que quand elle est votée. Donc ça veut dire que cette contribution, qui était une contribution calculée sur l'impôt 2024, n'a pu être comptabilisée qu'en 2025. Ça ne concerne que les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors le problème, c'est que cette contribution qui était exceptionnelle et temporaire, il semblerait qu'elle soit reconduite pour cette année.
Donc, pour l'instant, c'est un peu tôt, puisqu'on n'a pas la loi de finances de 2026. Mais la loi de finances de 2025, on l'a pas. De 2026, on l'a pas. Mais dans les projets, il était prévu quand même de proroger cette contribution temporaire. Donc, ce qui veut dire que dans certains cas, on va peut-être se retrouver, si la loi de finances de 2026 est votée avant le 31 décembre, on va se retrouver à comptabiliser deux fois sur 2 années, donc la contribution 2024 et la contribution de 2025 sur la même année. Donc à suivre, bien évidemment, les évolutions de la loi de finances ainsi que la date à laquelle elle sera votée, puisque c'est la date à laquelle on pourra être amené à comptabiliser certaines taxes ou pas. Deuxième évolution de l'environnement législatif français, ça concerne les réductions de capital et il y a eu mise en place une taxe sur les réductions de capital consécutives à des rachats d'actions, hein. C'est-à-dire, c'est principalement le cas d'une société cotée qui va racheter ses propres actions sur le marché, hein, et qui va les annuler par la suite. Et donc, toutes ces opérations-là donnent lieu à une taxe de 8% sur la réduction de capital. Sachant qu'il peut y avoir un délai entre le moment où on rachète les titres et le moment où on les annule, hein. Donc, cette taxe qui a été mise en place, que pour les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, hein, la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'on devait la comptabiliser directement en capitaux propres, puisque le principal, c'était la réduction de capital est comptabilisée forcément en capitaux propres. Est-ce que cette taxe devait être comptabilisée en capitaux propres ou est-ce qu'on devait la comptabiliser plutôt en résultat? Plutôt en résultat. Alors, il y avait les deux approches se sont un petit peu confrontés. Au niveau, bon, il n'y a pas eu de réponse, bien évidemment, de l'IFRIC, de l'IASB sur le sujet, qui est un sujet purement français. Il s'est dégagé, entre guillemets, un consensus de place qui veut que cette taxe sur les rachats d'actions soit comptabilisée en diminution des capitaux propres. Alors, donc voilà au niveau des nouveaux textes. Il y a quelques textes sociaux qui ont évolué, notamment le gel de la réforme des retraites et d'autres dispositions qui ne devraient pas normalement avoir des impacts très significatifs sur les provisions. Alors, un petit point rapide sur sur les projets en cours. Et donc, on vous a recensé tous les projets en cours. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre, hein. Alors, ceux qui sont en bleu, ceux qui sont surlignés en bleu ciel, c'est ceux qui font l'objet de développement dans le support écrit, hein. Donc, vous aurez un certain nombre d'informations complémentaires dans le cas du temps limité qui nous était imparti. On n'a pas pu, bien évidemment, revoir tous ces projets-là, hein. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre quand même, hein, notamment sur les immobilisations incorporelles, sur un certain nombre d'autres sujets, sur la classification. Bon, il y a beaucoup de projets. Ils ne sont pas tous au même niveau d'avancement, bien évidemment, hein. Il y en a certains qui viennent d'être lancés, tous les derniers, là, tous ceux qui sont en blanc, c'est des projets qui viennent d'être lancés, plus ou moins intéressants. Donc, il y a des projets, des appels à commentaires qui sont en cours. Bon, il y a un certain nombre d'éléments à suivre. On verra. Alors, je vous en ai quand même sélectionné quelques-uns qui me semblaient plus importants que d'autres, notamment le projet d'amendement de la norme IFRS 3. Donc, la norme IFRS 3, c'est sur les regroupements d'entreprises, hein, c'est quand on fait une acquisition d'entreprise. Et donc, il y a deux catégories d'amendements qui seraient il y a deux amendements qui seraient prévus. D'une part, le fait qu'on ferait une distinction entre les acquisitions stratégiques et les acquisitions non stratégiques. Les dites acquisitions stratégiques nécessiteraient d'avoir un suivi des informations dans le temps, hein, puisque là, IFRS 3 prévoit un certain nombre d'informations à communiquer
à communiquer. Par contre, après la première année, il n'y a plus grand-chose qui est réclamé, sauf dans le cas de dépréciation, bien évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais là, il y aurait des informations qui seraient dans le temps, qui seraient communiquées dans le temps pour suivre les acquisitions stratégiques et voir s'il y a si ces goodwill, notamment les goodwill significatifs, feraient l'objet font l'objet feraient l'objet d'un suivi spécifique. Donc à suivre par rapport à ça. Deuxième, deuxième, deuxième amendement qu'on pourrait avoir donc sur la norme IFRS 3, c'est d'une part, normalement, quand on fait les tests de dépréciation en application de la norme IAS 36, hein, on ne doit pas tenir compte des effets futurs, notamment des restructurations futures et de l'accroissement de la performance des actifs. Ce qui pose quand même quelquefois des problèmes à la fois de principe, hein, puisque si on a fait une restructuration, c'est bien pour que ça aille mieux, et si on n'en tient pas, on est pénalisé à la fois par le coût de la restructuration et par la dépréciation qui peut être amenée à comptabiliser. Et puis, autre aspect, ça oblige à suivre deux catégories de BP, les BP sans effet de restructuration, les BP pour les aspects opérationnels et les BP sans restructuration pour le calcul des dépréciations. Donc, ce qui est quand même pas très facile. Donc, on aurait vraisemblablement une évolution par rapport à ça, ainsi que la possibilité de calculer des flux futurs avant ou après impôt. La norme, là, actuellement, IAS 36 ne prévoit qu'il ne s'agit que de flux futurs avant impôt, et sachant qu'on intègre dans le taux d'actualisation un effet impôt forfaitaire, mais il est quand même intégré. Que dans certains cas, on sait qu'on ne paiera jamais d'impôt. Donc ça peut être aussi intéressant dans certains cas d'intégrer ces éléments-là, Donc à suivre par rapport à ça. Non, pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. Alors deuxième projet qui est à mon sens très intéressant et qui va être quand même qui pourra être assez structurant s'il passe en l'état, c'est le projet de la révision de la norme IAS 37 qui est la norme sur les provisions. Et il y a trois modifications qui sont prévues. Une modification de la définition d'une obligation contractuelle, une modification relative au coût à inclure dans l'évaluation des provisions et une modification relative au taux d'actualisation. Sachant que si la norme IAS 37 est corrigée et améliorée de ces trois points, ça conduirait à la suppression de deux IFRIC, l'IFRIC 6 sur les D3E, mais également IFRIC 21 sur ce qu'on appelle les levies, c'est-à-dire les taxes hautes que l'impôt sur les bénéfices. Et on va voir que ça peut avoir quelques impacts, hein. Donc les impacts seraient, attendez, je reviens un peu en arrière, donc les impacts seraient notamment sur le fait que quand on a une taxe qui est basée à la fois sur le chiffre d'affaires et avec une date, un millésime. Je prends par exemple le cas en France de la taxe organique, hein, ce qu'on appelle l'organique, la contribution sociale de solidarité des sociétés. C'est une taxe qui est calculée sur le chiffre d'affaires 2025, par exemple, mais qui va être payée en 2026. Jusqu'à présent, on disait, et notamment de par l'application d'IFRIC 21, on disait, on tient compte du millésime et on enregistre cette taxe-là qu'en 2026. Que les modalités de calcul qui sont le chiffre d'affaires de 2025, ce ne sont que des modalités de calcul et ce n'est pas quelque chose qui crée une obligation juridique. Là, on aurait une modification par rapport à ça qui conduirait à la prise en compte de cette obligation juridique née de la réalisation du chiffre d'affaires, ce qui conduirait à calculer la provision non pas par exemple dans le cas dans le cas de l'organique, non pas sur le millésime de la taxe, mais sur la réalisation
de la base. Ce qui veut dire qu'on aurait une anticipation de la constatation des provisions. Sachant qu'on avait toujours dit, on était nombreux à dire, ah ben non, de toute façon, la taxe organique, elle n'est pas due, parce que si on liquide la société au 31 décembre, elle n'est pas due. Elle n'est due qu'à partir du moment où on existe au 1er janvier. À ce, l'IASB nous a répondu que, de toute façon, comme on était en continuité d'exploitation, on ne peut pas se baser sur le fait qu'elle ne serait pas due si on liquidait la société. Et donc, c'est le premier élément, le premier événement qui crée l'obligation juridique, qui crée la provision. Donc on a ce point-là pour l'organique, mais on a également pour la taxe d'apprentissage, puisque la taxe d'apprentissage, elle est basée sur les salaires N, mais elle est payée c'est la taxe N+1 qu'on paye. Bon, donc ça pourrait conduire à quand même pas mal de modifications. Donc voilà les projets. Donc je vous laisse prendre connaissance du support écrit où il y a tous les autres projets sont plus détaillés et ça vous permettra, si vous aviez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Et donc dernier point pour terminer cette session qui concerne la norme IFRS 18. La norme IFRS 18 qui est une norme relative à la présentation des états financiers et des informations à fournir. C'est donc une norme, par principe, très importante et qui va toucher tout le monde, puisque à partir du moment où ça touche la présentation des états financiers, ça va toucher tous les émetteurs qui présentent des comptes en IFRS. Alors, quelques éléments de contexte, c'est une norme qui a été publiée en avril 2024, qui fait suite à un projet qui s'appelait Primary Financial Statements, qui avait été initié en 2015. Donc, vous voyez, ça a pris quand même un certain nombre d'années entre le moment où on a initié le projet et le moment où on a eu une norme finalisée. Donc l'objectif, c'est surtout d'améliorer la comparabilité, la qualité et la transparence de l'information, notamment au niveau de la performance financière des entreprises, puisque il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits au niveau de la norme IAS1, qu'on avait une présentation du compte de résultat qui était à la fois très libre et très peu détaillé et qu'on n'arrivait pas à comparer bien les entreprises en fonction, puisqu'elles présentaient souvent de façon différente les comptes de résultats et souvent avec pas forcément les mêmes agrégats et des choses comme ça. Bon, donc on avait vraiment quelque chose d'assez peu détaillé. Là, on a quand même une évolution. C'est ce qu'on va voir relativement significatif par rapport à ça. Donc, la norme IFRS 18, 3 axes d'amélioration. Donc, la structuration du compte de résultat avec des dispositions spécifiques, particulières, un certain nombre d'options, mais quelque chose avec une liberté beaucoup plus réduite que celle qu'on avait avant. Des problématiques relatives à ce qu'on appelle les MPM, on reviendra dessus, c'est-à-dire les Management Performance Measures, c'est-à-dire tous les indicateurs de performance qu'utilisent les entreprises, et quelques éléments de philosophie générale, je dirais, en matière de présentation et d'agrégation des états financiers primaires et des notes annexes. Alors, c'est une note qui s'applique de façon rétrospective à compter du 1er janvier 2027. Donc ça veut dire que les comptes comparatifs 2026 devront être retraités pour assurer la comparabilité. Donc ça veut dire qu'elle s'applique, même si la présentation est quand même relativement lointaine. Il faut s'y intéresser au plus vite puisque les comptes 2026 qui vont être ouverts d'ici quelques jours seront concernés. Donc la nouvelle norme, comme on l'a vu tout à l'heure, n'a pas été encore adoptée au niveau de l'UE, mais elle devrait l'être au cours du premier trimestre. Alors, cette norme qui remplace la norme IAS1, IAS1 il y a un certain nombre de dispositions d'IAS1 qu'on avait et qui continuent, qui sont reprises
purement et simplement dans la norme IFRS 18. En revanche, bon, il y a un certain nombre de modifications, notamment au niveau du compte de résultat. Alors, je vous rappelle que le jeu complet d'informations d'état financier selon les normes IFRS, c'est un bilan, un état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres, donc ce qu'on appelle les OCI, un état des variations des capitaux propres, un état des flux de trésorerie et les notes annexes aux états financiers. Okay. Donc la norme IFRS 18 couvre la présentation du bilan, la présentation du compte de résultat, l'état de variation des capitaux propres, ainsi que la structure générale des notes annexes, sachant que après chaque norme a un certain nombre de requirements, d'informations à donner, norme par norme. Hein. Et donc, ce que le principe général, donc IFRS 18, c'est le principe général qui veut que les états financiers primaires, ce qu'on appelle les primaires, primary financial statements, donc bilan et compte de résultat, c'est une présentation structurée et résumée de la performance financière du patrimoine de l'entité. Okay. Et puis les notes annexes doivent présenter des informations détaillées et significatives, sachant que par principe, on doit assurer évidemment le transfert de l'un à l'autre, le chemin d'audit de l'un à l'autre. Alors, l'élément principal, bien évidemment, c'est une nouvelle présentation du compte de résultat. Au niveau de la norme IAS1, c'était simple, on avait quelques informations obligatoires, hein, le chiffre d'affaires, le résultat net. On n'avait pas de format spécifique de présentation, notamment au niveau des ce qu'on appelle les sous-totaux, en fait, qui sont des résultats. Hein. Par exemple, on n'avait pas dans la norme IAS1, on n'a pas de définition de résultat d'exploitation. La grande majorité des entreprises le présentaient, mais il n'y a pas ni de définition ni d'obligation. Et donc, ça veut dire qu'on avait une très grande liberté. Là, on a quand même un format de présentation du compte de résultat obligatoire qui est fait pour assurer la comparabilité entre les entreprises, avec notamment 3 catégories de produits et charges, les produits et charges d'exploitation, les produits et charges d'investissement et les produits et charges de financement. Donc 3 catégories. On retrouve les 3 catégories qu'on retrouve dans un tableau de flux de trésorerie, hein, d'ailleurs, je vous rappelle. Alors, la présentation, comment ça va se présenter? On a un certain nombre de rubriques obligatoires et on a un certain nombre de sous-totaux obligatoires. Alors, là sont présentées sur la structure simplifiée qui vous est présentée là, en gris clair, les informations obligatoires, c'est-à-dire les produits des activités ordinaires, les codes-parts de mise en équivalence, l'impôt sur le résultat, qui sont des lignes obligatoires. Le reste, c'est facultatif. Hein. Ça peut être présenté, restructuré, machin. Et après, on a un certain nombre de résultats obligatoires que sont le résultat d'exploitation, le résultat avant financement et impôt sur le résultat et le résultat net. En revanche, donc ça c'est la structure minimale de votre compte de résultat avec les activités d'exploitation, les activités de financement et les activités d'investissement. C'est la structure. Bon, après, on a 2 lignes spécifiques qui sont l'impôt et les activités abandonnées. Mais donc, vous voyez la structure, une structure quand même beaucoup plus solide et fixe que celle qu'on pouvait avoir avant. Et il y a la possibilité, ce qui est intéressant, hein, il y a la possibilité d'ajouter des sous-totaux facultatifs. C'est-à-dire qu'ils ont prévu, et on va les voir, un certain nombre de sous-totaux qui ne sont pas obligatoires, mais qui, selon vos activités ou votre activité, pourront être plus intéressants que d'autres. Alors, il est également possible d'ajouter des sous-totaux additionnels pour autant qu'ils respectent la structure générale. Bon, par contre, on verra que ces sous-totaux additionnels peuvent être qualifiés de MPM et on verra tout à l'heure les conséquences que ça peut avoir. Et donc,
à ce niveau-là, donc au niveau des sous-totaux facultatifs, sous-totaux obligatoires, hein, donc sous-totaux obligatoires, on a le résultat d'exploitation, ce qu'on a vu, le résultat avant financement et impôts, et le résultat net. Et au niveau des sous-totaux facultatifs, on a une notion de marge brute, donc qui peut être notamment intéressante pour les gens qui font du négoce, hein, puisque c'est un indicateur plutôt d'une activité de négoce. On a un résultat d'exploitation avant amortissement et dépréciation, donc qui est une notion proche de l'EBITDA, hein, et donc qui est plutôt un indicateur qui va intéresser les gens qui font de la production. Okay. On a également la possibilité d'ajouter un résultat sous les mises en équivalence, c'est-à-dire d'avoir un résultat d'exploitation plus impact des mises en équivalence, ce qui peut être intéressant dans certaines activités, je pense aux bâtiments et aux travaux publics où on a souvent beaucoup de mises en équivalence, mais qui font partie de l'activité d'exploitation quasiment. Et d'ailleurs, on les présentait comme tels en vertu de la recommandation de l'ANC. Hein. Okay. On a un résultat net des activités poursuivies et un résultat net avant impôt. Donc, vous voyez que vous avez un compte de résultat de base avec 3 résultats et vous pouvez après, en fonction de votre activité, customiser. C'est facultatif, mais vous avez quand même tout intérêt à vous poser la question de savoir est-ce que vous n'auriez pas intérêt à customiser votre compte de résultat pour avoir une présentation qui corresponde avec votre activité. Hein. Et puis avec une notion quand même intéressante, l'EBITDA qui devient quand même quasiment un incontournable de la communication financière dans certains cas, et donc ça peut être intéressant d'avoir directement en lecture directe dans vos comptes cette notion d'EBITDA. Hein. Donc vous voyez, donc on n'est pas comme en règle française où on a un format très imposé. Hein. C'est pas tout à fait le cas. On a quand même une certaine liberté, mais on se rend compte que la liberté devient, on a quand même une réduction de la liberté par rapport à ça. Alors, quelques remarques au niveau de la présentation du résultat d'exploitation. Au niveau des charges d'exploitation, on a toujours la possibilité d'avoir la présentation des charges d'exploitation soit par nature, soit par fonction. Hein, donc, par fonction, par exemple, fonction production, fonction commerciale, fonction administrative, fonction recherche. Hein. Et donc, si vous avez une présentation par fonction, vous avez l'obligation de présenter en annexe un certain nombre de charges par nature et également de préciser de préciser dans le cas où des charges par nature ne sont pas intégralement comptabilisées dans votre compte de résultat. Ça peut être par exemple dans le cas où vous avez fait de la production immobilisée, il y a une partie des charges de personnel qui va aller directement en immobilisation. Et donc là, il va falloir communiquer à la fois sur l'intégralité des charges et sur les charges qui restent. Hein. Donc un certain nombre de précisions complémentaires par rapport à certains cas. Alors, ce qui va en activité d'investissement, on va voir. Pardon, je reviens, oui. Alors, on verra ce qui est activité d'exploitation, parce que c'est plus facile, l'activité, tout ce qui va pas en investissement ou en financement va en exploitation. Donc, c'est pour ça que on va partir directement sur les activités d'investissement. Et donc, vont aller en activité d'investissement tout ce qui est produit, charge, hein, mais essentiellement, ça sera des produits qui sont tirés de votre actif hors exploitation. Ça va être par exemple tout ce qui est produit de placement. Hein. Donc on n'a plus la notion de correspondance. Avant, on avait les produits financiers avec les charges financières. Là, on a les produits financiers d'un côté, les charges financières qui seront dans les activités de financement. On a tous les produits, par exemple, d'immeubles de placement. On a tous
évidemment les mises en équivalence, toutes les entreprises, les co-entreprises ou les éléments associés, tous ces éléments-là vont aller en activité d'investissement. C'est donc les revenus, éventuellement les charges, les revenus de vos actifs. OK ? Donc ça peut être bien évidemment des revenus, mais également des variations de juste valeur. Si vous avez par exemple des immeubles de placement à la juste valeur, on peut avoir le cas, on va avoir des variations de juste valeur et ces variations de juste valeur pourraient être éventuellement négatives. C'est pour ça que je vous dis que en général, ça sera des produits, puisque c'est des produits d'un actif. Il pourrait y avoir des cas où ça serait des charges. Alors, tout ce qui est lié à des opérations de regroupement d'entreprises, ça va en exploitation, hein. Vous savez que dans le cas de l'application de la norme IFRS 3, tous les coûts de transaction ne rentrent pas dans le coût d'acquisition et doivent être comptabilisés directement en charge. Ça va directement en exploitation, hein. Alors, sur les problématiques liées, par exemple, à la mise en équivalence, hein, dont je parlais tout à l'heure, où on a souvent des activités de mise en équivalence qui correspondent à une activité d'exploitation, on a la possibilité d'avoir un résultat après les mises en équivalence qui correspondrait à ça. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les activités de financement. Et là, ça va être tout ce qui est produit, mais essentiellement des charges qui sont liées à vos passifs et à vos emprunts, à vos dettes d'exploitation, les dettes locatives, les charges de désactualisation, passifs liés aux retraites, par exemple. Et donc, il va s'agir de charges d'intérêt, de gains ou de pertes de juste valeur, dans le cas de passifs qui seraient évalués à la juste valeur, de charges de désactualisation, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'émission, à l'extinction des passifs quand on a des coûts spécifiques de transaction. Donc, vous voyez bien qu'on a complètement un changement complet de mode de présentation. Avant, on avait des charges, par exemple les charges financières qui étaient présentées par nature, que ce soit des produits ou des charges. Là, on a les produits qui proviennent des actifs qui sont dans les activités d'investissement, les charges qui proviennent des passifs qui sont dans les activités de financement. Et tout le reste, bien évidemment, va en exploitation. Alors, il y a deux autres catégories qui subsistent et qu'on avait, mais qui sont la notion d'impôt sur les bénéfices, en application de la norme IAS 12, et la notion d'activité abandonnée en application de la norme IFRS 5. Donc, vous voyez que cette présentation du compte de résultat, elle est quand même largement modifiée et il faudra bien évidemment anticiper au maximum, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous anticipiez au maximum à la fois les impacts que ça peut avoir et puis également les sous-totaux que vous allez pouvoir utiliser ou pas, hein, parce que c'est quand même, vous avez à prévoir la customisation entre guillemets de votre compte de résultat. Alors, il y a quand même un point particulier au niveau de la présentation du compte de résultat, c'est ce qu'on appelle les activités commerciales spécifiées, hein. C'est quoi les activités commerciales spécifiées? C'est qu'il y a certaines entreprises dont l'activité principale, c'est soit d'investir dans des actifs particuliers, soit, euh, soit de fournir des financements à des clients, hein. C'est le cas des banques, des sociétés de financement qui sont, et donc leur exploitation, elle est faite par des charges et des produits financiers, hein. Et donc à ce titre-là, il faudra bien s'interroger dans certains cas si on n'est pas dans une activité spécifiée et que dans ce cadre-là, on pourrait être amené à comptabiliser des produits et des charges comme des charges financières, par exemple, en exploitation, ce que font déjà les banques actuellement, hein. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais il faudra bien faire attention par rapport à ça, de bien faire preuve de jugement pour déterminer notamment quelle est l'activité principale du groupe, hein. On avait eu des débats il y a quelques années, notamment pour les constructeurs automobiles qui ont à la fois une activité de construction de véhicules, mais également une activité de banque.
et donc quelle était leur activité principale, ce qui n'est pas forcément toujours, bon, dans le cas des constructeurs automobiles, c'était assez évident en termes de volume, pas si évident que ça en termes de profitabilité d'ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra apprécier par rapport à ça, par rapport à certains indicateurs importants, hein. Je pense par exemple à la notion de produit d'aide bancaire, qui est la différence entre les intérêts reçus et les intérêts versés. C'est typiquement quelque chose qui mesure l'exploitation de la banque. Donc on voit pas avoir une présentation comme les autres sociétés, les banques, hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de spécifications par rapport à ça. Donc à anticiper, à anticiper au plus vite, hein. J'insiste, mais je pense que c'est quand même assez important. Alors, quelques mots au niveau le temps passe, et donc quelques mots au niveau des MPM. Qu'est-ce que sont les MPM? Les MPM, au sens de la norme IFRS 18, hein, c'est des sous-totaux donc de produits et de charges. Donc, un résultat, une différence entre des produits et des charges, donc un résultat qui est utilisé par l'entreprise, hein, pour communiquer, soit dans ses états financiers et hors de ses états financiers, qui donne la vision du management de la performance financière de l'entité, et donc on a bien ces différences produits et charges, hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et c'est important, et vous allez le comprendre de suite, les sous-totaux facultatifs ou obligatoires qu'on a vus tout à l'heure ne sont pas des MPM, hein. Alors, donc, ces MPM, faites attention parce que selon la norme IFRS 18, toute mesure de performance n'est pas un MPM. Les MPM, ce ne sont que des différences entre des produits et des charges. Et donc, par exemple, toute autre mesure de performance financière, comme par exemple la dette nette, le free cash flow, les choses comme ça, ne sont pas des MPM. Et toute mesure de performance non financière, un effectif, un nombre de clients, un taux de satisfaction client, que sais-je, toutes les informations, un carnet de commandes ou des choses comme ça, ne sont pas des MPM. Ne sont des MPM que des différences entre des produits et des charges qui ne sont pas définies, qui sont utilisées par l'entité, mais qui ne sont pas définies par les IFRS, hein. Donc tout ce qui est défini par les IFRS, c'est les sous-totaux obligatoires ou facultatifs qu'on a vus. Si ce n'est pas défini par les IFRS, c'est un MPM. Alors là-dedans, on peut avoir, les entreprises font preuve souvent de beaucoup d'imagination, et on peut avoir tout et n'importe quoi, hein, du résultat net ajusté, de l'EBITDA ajusté, du résultat opérationnel courant, des choses comme ça. Donc si vous utilisez des MPM, vous devez obligatoirement indiquer en annexe leur définition et leur mode de calcul, les raisons pour lesquelles vous utilisez ces MPM, vous devez les réconcilier avec un sous-total le plus proche possible défini par les normes, en incluant les effets d'impôt et les effets sur les intérêts minoritaires. Et vous devez également justifier la méthode de calcul de l'impôt, parce que ce n'est pas toujours facile de déterminer l'impôt par rapport à certains MPM. Donc, vous voyez que ça réclame quand même euh, pas mal de travail, et il faut. C'est MPM qui était quand même dans le viseur à la fois de l'ESMA, de tous les régulateurs de marché, parce que on n'arrivait pas à savoir exactement comment c'était calculé, qu'est-ce que ça représentait, pourquoi c'était intéressant. Là, on a quand même quelque chose de très justifié, hein. Donc, ces MPM doivent être rapprochés, d'un sous-total défini par les IFRS. Là, c'est un modèle, c'est un exemple qui est donné directement par l'IASB, hein, sur comment on passe du résultat d'exploitation à un résultat d'exploitation ajusté, hein, puisque l'entreprise communique sur un résultat d'exploitation ajusté. Donc le résultat d'exploitation, c'est un résultat. Là, il est ajusté des frais de restructuration et des arrêts d'activité, hein. Donc là, on voit bien on a un certain nombre, on a des dépréciations qui ont été constatées, on a des frais de restructuration qui ont été constatés, des gains sur des cessions, et donc on
passe de 57 000 de résultats d'exploitation à 65 000 de résultats d'exploitation ajustés, avec un effet d'impôt et avec un effet sur les minoritaires, hein. Donc ça va réclamer quand même pas mal de travaux dans certains cas. Et donc, pour finir, quelques dispositions particulières, hein. Bon, c'est vrai que c'est l'information en annexe, je dirais, c'est la philosophie générale que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est ce qui permet de comprendre les états et ce qui permet de compléter les états financiers primaires, hein. Donc, il y a des règles d'agrégation particulières. Là, il y a une modification aussi de la présentation du tableau de flux de trésorerie, puisque le tableau de flux de trésorerie en méthode indirecte, avant on partait du résultat net, là on sera obligé de partir du résultat d'exploitation, avec bien évidemment les activités d'investissement, les activités de financement. Il y avait un certain nombre d'options qui était possible de classer en exploitation les dividendes versés, les dividendes reçus et les charges produits financières, de les laisser en exploitation ou de les passer. Là, on aura l'obligation de les passer soit en investissement, soit en financement, hein. Il y a plus d'options, entre guillemets, en présentation de présentation. On aura également la possibilité de présenter un résultat d'exploitation par rapport à des sous-totaux, un résultat par action, excusez-moi, un résultat par action ou résultat est dilué par action calculé par rapport à des sous-totaux, et également par rapport à des MPM s'ils sont présentés. Et donc, pour finir, quelques mots en termes opérationnels, hein, puisque la transition, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première application, c'est 1er janvier 2027, donc avec application anticipée possible sous réserve, hein. Et donc, à partir du moment où vous avez une application rétrospective, ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de retraiter vos comparatifs. Donc, à minima 2026, si vous présentez les comparatifs sur une seule année de comparatif, 2025, si vous avez une présentation sur 2 années, hein, donc à réfléchir dans certains cas. Et vous devez bien évidemment réconcilier les sommes qui seront présentées en 2026, ancienne méthode, IAS1, avec les sommes qui seront présentées en 2026, comparatif, en application de la norme IFRS 18, hein. Donc, alors, je vous rappelle qu'également, vous avez l'obligation, euh, en application de la norme IAS 8, vous avez l'obligation de présenter, dès que les nouvelles normes sont applicables, les effets potentiels de prévenir un peu les gens et de prévenir les effets potentiels que ça pourra avoir, hein. Bon, cette année, c'est peut-être un peu tôt, mais l'année prochaine, il faudra bien y penser. Pour les gens qui sont sur des marchés réglementés ou quasi réglementés et pour lesquels il y a des obligations d'établir des comptes semestriels, ça veut dire que la première présentation des comptes semestriels, ça sera le 30 juin 2027, hein, pour les gens qui arrêtent des comptes au 31 décembre. Ça veut dire qu'il va falloir présenter les comptes au 30 juin 2026 en comparatif, hein. Donc, pensez bien à ça, hein, puisque 30 juin 2026, c'est dans 6 mois, hein. Donc, de bien anticiper également toutes ces obligations en matière de communication telles que prévues par la norme IAS 34, puisque la norme IAS 34 prévoit également un certain nombre d'informations complémentaires. Voilà, écoutez, je suis très content, j'en ai fini, j'avais prévu de finir à 16 heures, il est 15h59, je suis dans les temps. Je suis particulièrement content et heureux d'avoir animé cette session cet après-midi. Euh, je vous rappelle que tous les 6 mois, en juillet 2026, on fera un petit webinaire sur l'actualité de mi-année, hein. On aura l'occasion de revenir sur les projets, sur les éléments comme ça. Et puis donc, vous avez la possibilité de scanner le QR code et donc de poser, si vous avez des questions, des remarques à formuler, des commentaires, des griefs, si ça a été trop vite, pas assez vite, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez être mis en relation avec nos équipes. Et puis, bien évidemment, si vous voulez récupérer le support, comme je le disais tout à l'heure, le support est beaucoup plus détaillé que ce qu'on a pu voir en 2 heures, hein. Le support, normalement, il est fait pour 3 heures et demie, hein. Donc,
voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'informations qu'on a été obligé de couper, notamment tout ce qui est projet, tout ce qui est décision de l'IFRIC, hein. Donc je vous encourage quand même à les lire. Voilà, merci beaucoup et puis, j'en profite également pour vous souhaiter, puisque c'est bientôt Noël, pour vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes.